C'est officiel, la Grande-Bretagne compte 2 célibataires de moins. La France lui accorde l'asile politique à condition qu'il ne parle pas politique. La pénurie devient insupportable, les manifestations se multiplient. L'été existe, Alain Gillot-Pétrel a rencontré. Bonsoir, Charles et Diana sont donc mariés femmes. En quittant cet après-midi le palais de Buckingham, ils ont été acclamés par des milliers de Londoniens. La joie de la foule a été à la mesure du faste de cette cérémonie que 750 millions de téléspectateurs ont pu suivre dans le monde entier. Une journée aux allures de conte de fées, comme l'a dit lui-même l'archevêque de Canterbury dans son homélie. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la fête soit très belle, avec ses carrosses, l'émotion de la reine et ce matin dans la cathédrale Saint-Paul, les larmes de Charles et le sourire de son épouse. Il est 10h14 dans la cathédrale de St. Paul's quand le prince Charles passe l'anneau au doigt de sa femme Lady Diana. En effet, la coutume anglicane stipule que seule la femme doit porter l'alliance. Celle-ci provient d'un lingot du pays de Galles, d'où ont déjà été tirées les alliances de la reine-mère, de la reine, de la princesse Margaret et de la princesse Anne. Et puis, dans un moment d'intense émotion, il prononcera son serment. Moi, Charles, Philippe Arthur George, je te prends toi, Diana Francis, pour épouse, pour te garder pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et la bonne santé, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare conformément à la sainte loi de Dieu. Ainsi, je te donne ma foi. Amen. Et puis c'est probablement le moment le plus émouvant de la cérémonie, car l'hymne que vous entendez est dédié à la mémoire d'un homme que Charles a toujours beaucoup aimé et qui fut assassiné par l'armée républicaine irlandaise. Il s'agit bien entendu de son oncle, Lord Mountbatten. Puis pour clore la cérémonie, c'est l'Archbishop de Canterbury qui prononcera la bénédiction. Defend you on every side and guide you in truth and peace, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit. 750 millions de téléspectateurs seront les témoins du bonheur de Lady Diana Windsor, princesse de Galles, puisque c'est ainsi qu'elle se nomme à sa sortie de la cathédrale. Ils sont plus de 100 000 à acclamer le couple princier à St. Paul's et ils seront plus de 300 000 amassés devant Buckingham Palace pour leur souhaiter bonne chance. Vers 15h35 GMT, le couple arrive à la gare de Waterloo afin d'entamer un voyage de noces à l'abri des yeux indiscrets. Ils iront rejoindre le yacht de la famille royale Britannia qui les emmènera vers Gibraltar. Certains verront dans le faste occasionné par cette cérémonie un gâchis incroyable de ressources financières et humaines. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, mais ils nous oublient trop facilement qu'un tel événement fait marcher les affaires et que de telles images rapportent beaucoup de devises. Et dans un monde où domine la violence, la peur et l'angoisse, qui peut chiffrer à son juste prix le plaisir de prendre part à un tel conte de fées? Et comme les Anglais aiment à le dire, they lived happily ever after. Eh bien, précisément, à l'occasion de ce mariage, la presse britannique s'est interrogée sur la monarchie et sur ses coutumes. Pour le Financial Times, le mariage représente la survie de la couronne. Et puis pour le Times, le jour du mariage appartient aussi à la nation. Il semble bien en effet qu'une majorité de Britanniques tiennent à réaffirmer leurs différences ou leurs spécificités en ovationnant ainsi la famille royale. Mais il y a aussi des contestataires. Dominique Torres nous rapporte l'ambiance qui a régné aujourd'hui en Grande-Bretagne. Pendant que des milliers de spectateurs se bousculaient ce matin dans la rue pour apercevoir le cortège, certains privilégiés se tassaient aux fenêtres. Les places de choix payaient chaque fois 1500 francs. 1500 francs pour la joie de partager un coin de fenêtre avec 50 autres touristes. Excusez-moi, de quel pays venez-vous?
de Colombie, en Amérique du Sud. Je suis venue spécialement pour voir le mariage. J'étais déjà venue voir le couronnement de la reine Elisabeth. Parce que j'adore la famille royale. Je passe mon temps à collectionner leurs photos, les livres, tout ce qui paraît sur eux. Mais vous faites cela pour toutes les familles royales? Toutes, mais surtout pour la famille royale anglaise. Tout le Royaume-Uni n'était pas en liesse aujourd'hui. La nuit dernière et très tôt ce matin, des affrontements ont eu lieu à Liverpool entre plusieurs centaines de policiers et des manifestants. Plusieurs blessés des deux côtés, une véritable bataille rangée s'est déroulée aux premières heures de cette matinée. Colère également et résignation aussi dans les quartiers catholiques de Belfast, traumatisés par le jeûne et sans doute par la mort très prochaine des deux grévistes de la faim de la prison de Metz. Cette journée de mariage aurait été l'occasion pour le président de la République française d'avoir des contacts politiques importants dans la capitale anglaise. Ce matin, François Mitterrand s'est entretenu avec le général Yanesh, le président de la République portugaise. Le chef de l'État français a précisé à son interlocuteur que l'entrée du Portugal dans la communauté économique européenne posait à la France un problème sérieux, notamment en ce qui concerne les produits agricoles méditerranéens. Puis le chef de l'État a déjeuné avec Madame Thatcher avant de la rencontrer une nouvelle fois cet après-midi pour une entrevue en tête-à-tête. Jean-Marc Ilouz nous fait le compte-rendu de toute cette journée du président de la République. Loin du fracas du cortège royal et de l'enthousiasme populaire, on a bien sûr aussi discuté politique. Une heure de tête-à-tête ici à Downing Street cet après-midi entre Margaret Thatcher et François Mitterrand, dont c'était véritablement le premier entretien approfondi. Bien sûr, on s'était rencontrés à Luxembourg, on s'était revus à Ottawa, mais chaque fois de manière brève. On dit que les rapports personnels sont très bons. D'ailleurs, souvenez-vous, à Ottawa, Madame Thatcher avait confié sur le mode Badin qu'elle aimerait bien que son opposition travailliste partage les options du président socialiste en matière de défense, par exemple. Une manière de souligner qu'en dépit des différences de conception économique, rien ne peut nuire à la bonne coopération politique entre Londres et Paris. Alors aujourd'hui, on se sera surtout livré à un tour d'horizon général après le sommet d'Ottawa, avant de renouer bien sûr avec des questions plus strictement européennes, le problème le plus aigu étant celui de la politique agricole commune. Vous savez que les Anglais en souhaitent la réforme. Je ne pense pas pour autant que le hareng ou le mouton européen ait figuré en très bonne place au menu, car ces conversations visent d'abord à préparer le 6e sommet franco-britannique qui se déroulera à Londres le 10 et le 11 septembre prochain. Une surprise de taille ce matin avec l'arrivée en France de l'ancien président iranien Bani Sadr. Très tôt, un Boeing 707 transportant M. Bani Sadr se posait sur la base militaire d'Évreux après avoir survolé la Turquie, Chypre, la Grèce et l'Italie. Et quelques minutes plus tard, on apprenait que la France accordait l'asile politique à l'ancien président. Édouard Laure. Au-dessus de la base militaire d'Évreux. À son bord, l'ancien président Bani Sadr, accompagné d'un colonel, d'un ami personnel du président, qui organisait sa fuite depuis Téhéran même. J'ai déposé hier matin un plan de vol tout à fait régulier, un vol d'entraînement auprès des autorités militaires. 2 heures avant le décollage, nous avons emmené clandestinement M. Bani Sadr à bord de l'appareil et nous avons décollé normalement. Nous avons ensuite mis le cap sur la Turquie en volant à basse altitude pour échapper au radar. « 9h30 enfin, un convoi quitte Évreux en direction de Paris, encadré d'un service de sécurité exceptionnel. Le président Bani Sadr vient d'obtenir le droit d'asile politique en France. Le convoi se rend ensuite directement à Cachan, dans la banlieue parisienne, où réside déjà l'une de ses filles et où, depuis quelques jours, la sécurité a été considérablement renforcée. Un homme souriant, visiblement très détendu. Bon, comme vous voyez, je suis ici en France, chez vous. Je suis sorti hier de l'Iran par avion militaire de la base aérienne de Téhéran. Donc j'étais toujours à Téhéran. Je reste ici en France jusqu'à le jour où le peuple ouvrira le chemin de la démocratie
et aura une vie politique digne de ce nom. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et vous pensez que ça prendra du temps? Non. Je pense que les événements et la résistance populaire, surtout l'abstention aux élections d'il y a une semaine, montrent que le peuple est décidé à résister, à continuer dans le chemin de sa révolution jusqu'à la victoire finale. Pourquoi avoir choisi la France? Bon, j'ai passé une bonne part de ma vie ici en France. Et mes deux fils sont ici. Où vous cachez-vous, Votre Monsieur le Président? Votre dame est là, Monsieur le Président? Où vous cachez-vous en Iran? Je n'étais pas caché, j'étais à Téhéran toujours. Vous étiez caché à Téhéran, dans Téhéran même? J'étais toujours à Téhéran. Caché, on ne peut pas dire parce que je circulais, je faisais mes activités, je faisais des communiqués comme des activités politiques. Vous circulez Mais couvert par le peuple. Et vous n'aviez pas peur d'être arrêté? Non. Comme vous voyez, j'ai choisi un chemin très dangereux pour montrer que si je suis ici, c'est pour encourager la résistance de mon peuple. C'est donc à Cachan, au sud de Paris, que M. Bani Sadr s'est installé. C'est là qu'il avait vécu la plupart de ses années d'exil sous le règne du Shah. Et c'est là également, comme il l'a dit, que vivaient ses deux filles. Nous retrouvons Philippe Rochaud à Cachan. Un dispositif policier très important a été mis en place ce soir autour de l'immeuble où réside M. Bani Sadr. On craint d'abord des manifestations d'opposants ou de partisans de l'ancien président de la République islamique. Et puis on craint aussi des attentats comme celui qui avait failli coûter la vie l'année dernière à Neuilly à M. Chapour Bakhtiar, l'ancien Premier ministre du Shah. M. Bani Sadr réside ici ce soir au premier étage de cet immeuble, avec notamment le pilote qui l'a amené jusqu'à Évreux, avec également M. Salamatian, l'un de ses plus proches collaborateurs, et puis surtout avec M. Massoud Rajavi, l'ancien chef de l'extrême gauche iranienne, les Moudjahidines du peuple. À plusieurs reprises aujourd'hui, la France a demandé à M. Bani Sadr de s'abstenir de toute activité politique sur notre pays. Une condition qu'a rappelée Claude Chesson, ministre des Relations extérieures, interviewé dès ce matin par Daniel Brey. Bani Sadr, l'ancien président, qui n'est plus président, nous demande l'asile politique, ainsi que 4 de ses compagnons. Il vient de lui être accordé. Naturellement, Bani Sadr a été invité à reconnaître formellement qu'il n'avait le droit à aucune déclaration politique, à aucune action politique en France et à partir de la France. Ceci a été reconnu formellement par Bani Sadr, qui a même signé un document à cet égard. Est-ce que ça ne va pas compliquer nos relations un peu plus encore avec l'Iran? Beaucoup de choses compliquent. Mais voulez-vous pour autant que nous foulions au pied les libertés politiques et le droit d'asile? Certainement pas. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut vous demander dans quelles conditions se sont engagés les pourparlers pour aboutir à cette décision? Il n'y a pas eu le moindre pourparler. Nous avons appris, avec surprise, je dois dire, à 4h15 du matin qu'un avion iranien se présentait dans l'espace aérien français, demandait le droit d'y pénétrer et d'y atterrir. Comme c'était un avion militaire, il a été immédiatement envoyé sur une base militaire française, la base d'Évreux, et c'est à ce moment-là que le gouvernement a été prévenu de l'affaire et qu'il a naturellement dit que s'il y avait demande d'asile politique, l'asile politique serait accordé. Comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement iranien réclame l'extradition de M. Bani Sadr, qu'il accuse d'avoir détourné l'avion avec lequel il est venu à Paris. Pendant un certain temps, ce matin, au ministère des Relations extérieures, on s'est un peu inquiété de savoir si ce n'était pas le cas, si M. Bani Sadr n'avait pas employé la force pour détourner l'avion avec lequel il est venu, et ce qui aurait constitué un acte de piraterie internationale pour lequel l'extradition va presque automatiquement être de droit. Heureusement, ce n'est pas le cas et M. Bani Sadr ne sera pas extradé. Cela dit, il est évident que les relations franco-iraniennes vont pour le moins se rafraîchir ou se tendre dans les jours qui viennent. Et on ne peut s'empêcher de penser à un précédent, ou quelque chose qui ressemble à un précédent. Lorsque les États-Unis ont accordé le droit d'asile au Shah d'Iran et ont refusé son extradition, les étudiants islamiques se sont emparés de l'ambassade américaine à Téhéran et ont pris les diplomates américains en otage.
Tout ce qu'on peut espérer, c'est que l'histoire, dans une situation assez analogue, ne se répétera pas. Oui, je reçois en provenance de Londres la première déclaration de François Mitterrand sur cette affaire. La voici. Une personnalité étrangère, hier encore chef d'État, demande asile pour protéger sans doute sa vie. La France est ouverte à ce qu'elle souhaite, sous bénéfice du respect de nos propres lois, donc dit M. Mitterrand, alors qu'il était encore à Londres. Il est temps maintenant de rappeler le rôle joué par l'ancien président Bani Sadr, qui arrive en France, je vous le rappelle, après 1 mois et demi de clandestinité dans son propre pays. Jacques Abouchard. L'affaire des otages aura été l'un des défis lancés à M. Bani Sadr avant même son accession à la présidence de la République. Tout au long de la campagne, il se heurte déjà aux intégristes religieux. Il est leur bête noire. Peine perdue pour ses adversaires, Bani Sadr est élu président le 26 janvier 80 avec 75% des suffrages. Bani Sadr apparaît alors comme le fils spirituel du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khomeini. Malgré sa popularité, le nouveau président ne peut empêcher la victoire des religieux aux élections législatives de février 80. Très vite d'ailleurs, c'est la crise, l'épreuve de force, et après 15 mois de guérilla politique, la destitution de M. Bani Sadr, le 22 juin dernier, par Khomeini. Il se réfugie dans la clandestinité et annonce la création d'un Conseil national de la résistance. Je ne quitterai pas l'Iran, déclare alors l'ex-président. 1 mois plus tard, il est pourtant contraint de prendre le chemin de l'exil. Première question, Jacques Abouchard. M. Bani Sadr a déclaré à plusieurs reprises que la fin du régime iranien était proche. Alors le pensez-vous et pensez-vous que l'événement d'aujourd'hui peut avoir un rôle déterminant dans ce contexte? Alors écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est que la situation en Iran est très, très mauvaise. La guerre se poursuit avec l'Irak, il y a des millions de réfugiés. La situation économique est catastrophique. 80% de la population active est frappée par le chômage. Et enfin, surtout, l'Iran est rentré dans ce cycle de la terreur et de la répression. Souvenez-vous de l'attentat qui, il y a quelques semaines, avait fait 73 morts parmi les hauts dignitaires du régime. Depuis, il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait 10 à 15 exécutions. Alors l'opposition iranienne apparaît assez divisée aujourd'hui. Effectivement, on peut dire qu'il y a trois grandes, grosso modo, il y a 3 branches, si vous voulez, dans l'opposition iranienne. Il y a les monarchistes, ceux qui restent fidèles au Pahlavi, au Shah. Il y a, disons, les centristes, les modérés, du type Bakhtiar. Et il y a l'opposition de gauche, celle qui aujourd'hui mène le combat armé en Iran. Alors, il y a une réaction aujourd'hui de M. Bakhtiar, tout à fait négative. M. Bakhtiar, qui, vous le savez, a été le dernier Premier ministre du Shah. Il déclare qu'il n'est pas question d'établir un front commun avec M. Bani Sadr, puisque M. Bani Sadr a servi au plus haut niveau le régime que M. Bakhtiar combat. Une autre déclaration de M. Ali Amini, qui fut lui aussi Premier ministre du Shah. Lui, alors, au contraire, salue comme une bonne nouvelle l'arrivée en France de l'ancien président, et il préconise la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. L'Iran toujours, où s'est produit la nuit dernière un tremblement de terre qui aurait provoqué la mort de 4000 personnes dans la province de Kerman, au sud-est du pays. Au mois de juin dernier, dans cette même région, un séisme avait déjà provoqué la mort de 3000 personnes. La crise syro-israélienne rebondit aujourd'hui avec la destruction d'un avion militaire syrien par des chasseurs israéliens. Le Premier ministre israélien, Menachem Begin, a déclaré qu'Israël était obligé de poursuivre ses vols au-dessus du territoire libanais, tout simplement pour voir ce qui s'y passait. Situation très tendue également en Pologne, où s'étend le mouvement de protestation contre la pénurie alimentaire. Jean Offredo. Oui, effectivement, depuis quelques semaines, la Pologne est vraiment au bord de la disette. Et la situation est en train de prendre un tour très dramatique, puisqu'on assiste depuis quelques jours à ce qu'il faut bien appeler des véritables émeutes de la faim. Et ce sont les ménagères qui descendent même maintenant dans la rue pour protester contre le manque de ravitaillement. Et il y a des accusations qui sont sous-tendues par ces manifestations. On dit qu'il y a des stockages quelque part, qu'on veut véritablement affamer la population. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? La fameuse alliance des forces de la raison qui a été appelée au Congrès par M. Kania entre Solidarité, qui représente la société polonaise, et le gouvernement, eh bien, est en train peut-être, cette fin juillet, début du mois d'août, de montrer qu'elle ne pourra pas se réaliser parce qu'on est vraiment dans une situation très très grave. Et je voudrais dire un point sur lequel on n'insiste peut-être pas assez, c'est le courant d'émigration qui se passe à l'heure actuelle. De Pologne, des gens partent.
Et en France, à l'heure actuelle, il y a près de 2000 Polonais qui sont là. Il y en a 4000 en Hollande, il y en a 8000 qui sont... Mais on les laisse partir facilement? Oui, parce que maintenant, ils ont obtenu des passeports pour partir pendant une durée d'1 an. Et les visas de sortie, on arrive à les avoir. Et si vous voulez, l'esprit, notamment des jeunes qui partent, c'est de dire on va venir travailler et puis gagner un peu d'argent. La visite de Gaston Defferre à Madrid, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, est arrivé en Espagne au moment où le climat entre les deux pays s'est quelque peu détérioré ces dernières semaines. Ce voyage prévu le 21 juillet avait été reporté à la demande des autorités espagnoles après les déclarations de M. Defferre sur les militants basques. Jean-Louis Le Senne. Pour Gaston Defferre, c'était aujourd'hui la journée des contretemps. À Madrid, on a tout fait pour que le ministre de l'Intérieur français ne rencontre pas la presse, surtout pas la presse espagnole, qui l'avait vilipendé, on s'en souvient, la semaine dernière, après ses déclarations dans les colonnes du Nouvel Observateur. Alors on l'a fait atterrir sur un aérodrome militaire pour éviter tout contact. On l'a conduit immédiatement au ministère de l'Intérieur espagnol, dont il n'est ressorti que plus de 4 heures après. En contrepartie, Gaston Defferre a insisté pour rencontrer Felipe González, le leader du PS espagnol, ce qui n'était pas du goût, mais pas du tout, du gouvernement de Madrid. Résultat, 1h30 de retard sur l'horaire. En fait, c'est que malgré cette visite éclair, la venue de M. Defferre à Madrid n'a pas changé d'un iota les positions entre Paris et Madrid. On a simplement mieux compris du côté français la position espagnole, qui est de ne pas admettre que le terrorisme basque puisse être ou apparaître comme un frein à la démocratie, à la jeune démocratie espagnole. Mais du côté espagnol, on a mieux accepté la position française, peut-être parce que M. Defferre a fait remarquer qu'il n'y avait en tout et pour tout que 12 demandes d'extradition formulées à l'heure actuelle. Simplement, on a accepté davantage de concertation entre les polices françaises et espagnoles. Les questions juridiques, comme celle des extraditions, les questions juridiques, c'est au ministre de la Justice de les régler, a-t-on dit. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice espagnol viendra prochainement en France pour tenter à son tour de régler le contentieux et le contentieux important qui existe aujourd'hui entre Madrid et Paris. Les importations de fruits et de légumes espagnols, tout comme les importations de vins italiens, sont de plus en plus boycottées par des comités d'action de producteurs et même par des commandos de viticulteurs. Ce double dossier agricole fera l'objet d'une communication demain au Conseil des ministres. Édith Cresson a reçu aujourd'hui des représentants de ces professions, ainsi que des parlementaires nationaux et européens du Parti communiste. Christian Marimono. Après les élus socialistes, ce sont donc les parlementaires communistes du Midi qui ont été reçus au ministère de l'Agriculture. Au menu des conversations, le vin italien et les fruits et légumes espagnols. En ce qui concerne les importations des fruits, un accord entre la France et l'Espagne est intervenu et pour une durée indéterminée, une mesure qui devrait éviter ces actions de commando de la semaine dernière. Côté viticulteur, on se plaint de la baisse du pouvoir d'achat. Les charges ont augmenté de 20% et le vin se vend toujours au même prix. L'accélération des importations de vin italien a mis le feu aux poudres, avec un rythme de 800 000 hectolitres par mois et un prix inférieur au vin français. Mais la création des comités d'action par département qui contrôleront les importations et surtout la réunion demain d'une cellule de gestion de crise permettent au gouvernement de disposer d'un sursis d'1 mois. Le ministre confirmera demain, professionnel, sa volonté d'imposer un prix minimum à Bruxelles. N'oublions pas que le monde viticole reste mobilisé sans décision rapide. Les camions devraient connaître de sérieuses difficultés de circulation comme celui-ci et les viticulteurs ont même précisé que les touristes se souviendront peut-être de leur retour de vacances à la fin du mois d'août. Le Conseil des ministres, toujours, examinera demain les propositions en matière d'énergie et notamment la suspension des travaux dans plusieurs chantiers de centrales nucléaires. Les ouvriers de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ont protesté ce matin contre l'arrêt éventuel des travaux. Puisque je vous parle du problème énergétique, eh bien, sachez qu'une prochaine hausse du prix de l'essence pourrait intervenir bientôt, puisque le comité des prix, convoqué pour vendredi, le litre de super dépasserait les 4 francs. Mais on nous dit ce soir au ministère que cette intervention n'interviendrait pas, cette augmentation n'interviendrait pas avant le 5 août. Satisfaction à Elf-Aquitaine après l'opération du rachat de la société pétrolière américaine Texas Gulf. Il s'agit en effet de la plus grosse offre publique d'achat réussie pour une société étrangère aux États-Unis. L'OPA d'Elf-Aquitaine sur Texas Gulf, ce n'est pas vraiment la conquête de l'Amérique, mais c'est un pari difficile gagné par Albin Chalandon, le patron du groupe d'État. C'est la première fois qu'une entreprise étrangère avale un aussi gros morceau du business américain. Texas Gulf réalise 5,5 milliards de francs de chiffre d'affaires. Elf a gagné en une seule manche, du 26 juin au 27 juillet, rachetant 35 millions d'actions Texas Gulf
c'est-à-dire plus de la moitié du capital. Le reste des actions devrait bientôt lui revenir, 37% cédés par une société canadienne et 13% rachetés par la suite. Coût de l'opération, environ 13 milliards de francs, à noter qu'elle sera essentiellement financée par des emprunts à l'étranger. Quant à l'intérêt de l'OPA, il est évident, en se déployant aux États-Unis, Elf Aquitaine trouve une troisième source de bénéfices. Après le gisement de Lac et sa filiale au Gabon, Texas Gulf en effet a dégagé 1,8 milliard de francs de bénéfices l'an dernier, c'est-à-dire environ 30% de son chiffre d'affaires. Cette opération n'a été possible que grâce à l'aval de l'État. Elf Aquitaine est en effet une entreprise nationale et d'une certaine façon, elle est déjà ce que vont devenir les fameux groupes nationalisables. Pour la première fois, le PDG d'Elf Aquitaine, Albin Chalandon, explique ce qu'est pour lui la liberté d'action d'une entreprise nationale. Albin Chalandon. Ma thèse a toujours été qu'il n'y a que de bonnes et de mauvaises entreprises. Elles peuvent être à capitaux publics ou à capitaux privés. Il y a des entreprises qui sont gérées de façon dynamique, d'autres qui ne le sont pas de cette façon-là. Et l'important, c'est que les dirigeants des entreprises, quelles qu'elles soient, aient une liberté d'action et puissent exercer pleinement leurs responsabilités. Alors, le danger dans des entreprises qui appartiennent au secteur public, c'est qu'elles soient trop soumises, si je puis dire, à la pression d'administration, au contrôle de l'État. Bon. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le déroulement récent de cette affaire, c'est justement la liberté d'action qui nous a été reconnue et la pleine responsabilité dont nous avons pu jouir. Un tour d'horizon aujourd'hui entre le Premier ministre, Pierre Mauroy, et Henri Krasuki pour la CGT. Une entrevue sérieuse et constructive, a dit M. Krasuki. Le secrétaire confédéral de la CGT a indiqué qu'il subsistait des lacunes dans les avancées sociales, notamment en ce qui concerne la réduction du temps de travail. Problèmes économiques et problèmes de société également dans un rapport effectué à la demande de Nicole Questiot, le ministre de la Solidarité nationale. Un rapport, Laurence Graffin, que vous avez lu soigneusement et vous avez constaté que ce rapport était plein de choses passionnantes sur les inégalités en France. Bien, ce rapport, oui, le voilà, il est préparé par Mme Blum-Girardot pour le ministre de la Solidarité nationale. Et c'est en fait un constat sur les inégalités en France, un constat sur le rôle de la redistribution, un constat sur les effets de la crise. Alors il révèle que les inégalités en France sont importantes, notamment dans le domaine des salaires. Par exemple, le salaire d'un ouvrier est égal à 3,5 fois inférieur à celui d'un cadre supérieur. Est-ce que c'est pareil dans tous les pays? Non, les inégalités sont plus fortes en France et en Italie que dans les autres pays européens, par exemple. Et puis, il y a aussi une inégalité des chances. Le rapport fait par exemple une comparaison entre la fils d'ouvrier et un fils de cadre supérieur. À la naissance, le fils d'ouvrier a 2 fois plus de chances de mourir avant 1 an. À l'école, le fils d'ouvrier a 4% de chances d'accéder à l'enseignement supérieur. Le fils du cadre supérieur a 72% de chances. Devant la mort, les chances sont aussi inégales. L'ouvrier meurt en moyenne à 70 ans. Le cadre supérieur meurt en moyenne à 78 ans. Est-ce qu'il n'y a pas certaines corrections contre ces inégalités? Effectivement, il y a une redistribution qui est due notamment à la sécurité sociale, à l'impôt, à l'assurance chômage, mais quelquefois, cette modification joue à contresens. Un exemple, la santé. Les milieux aisés se soignent mieux que les autres, donc ils profitent plus de la sécurité sociale. Ou bien le quotient familial, vous savez, qui est établi sur l'impôt sur le revenu en fonction du nombre d'enfants. Eh bien, il avantage les plus riches. Est-ce que la crise accentue cette situation? La crise a accentué cette situation parce qu'elle a rendu une partie de la population plus fragile. Les gens fragiles, eh bien, c'est ceux qui sont en dessous du SMIC, ils sont à peu près 1 million. C'est les apprentis, les jeunes travailleurs, les gens qui travaillent moins de 40 heures. Et puis, il y a aussi les gens qui ont des emplois précaires, les travailleurs intérimaires, les gens qui ont des contrats à durée déterminée. Il y a aussi les chômeurs. Alors, l'idée que les allocations de chômage encouragent les gens à rester chômeurs, je crois que c'est vraiment une idée fausse, le rapport le montre, puisque 1/5 des chômeurs inscrits ne reçoivent rien comme allocation. 1/5 reçoivent moins de 600 francs, et les 3/4 d'entre eux sont obligés de faire des restrictions, et même des restrictions alimentaires. Laurence, est-ce que ce rapport présente des choses concrètes, fait des propositions? Eh bien, c'est un constat. Il ne donne pas de remède. Ce qu'il peut exprimer par la définition même des problèmes, eh bien, c'est une volonté politique, la volonté de s'y attaquer.
Les députés ne sont pas prêts de partir en vacances. Le débat sur le projet de loi de décentralisation reprendra demain. Il faut, a dit Pierre Mauroy aujourd'hui, que les députés aillent jusqu'au bout. Le Premier ministre a souligné que lorsqu'on commençait un travail, il fallait le terminer. L'Assemblée nationale a adopté définitivement ce matin la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Les interpellations se multiplient dans l'affaire Auriol. Plusieurs personnes la nuit dernière à Marseille, ainsi que le responsable niçois du SAC, et puis un homme dans les Vosges. Par ailleurs, Jacques Chirac a démenti aujourd'hui que Fino Chieti, inculpé dans l'affaire, lui ait servi de chauffeur à l'occasion d'un voyage à Marseille. La journée a commencé par un coup de filet à Marseille et sa région. Les hommes de la PJ ont interpellé au petit matin une dizaine de membres du SAC et de sympathisants de l'organisation. Ils ont été placés en garde à vue et sont toujours interrogés à l'hôtel de police, ainsi que le responsable niçois du service d'action civique, Charles Juge, qui a été conduit cet après-midi à Marseille par la gendarmerie. Pourquoi avoir interpellé ces hommes? D'abord à cause d'indices divers recueillis, soit dans la maison du crime à Auriol, soit dans la voiture de Jacques Massier retrouvée dimanche à Nance-les-Pins, soit à la suite de recoupements dans les interrogatoires des 5 inculpés. Quoi qu'il en soit, leur lien avec le SAC est évident, c'est ce qu'ont déclaré les enquêteurs. Ils sont presque persuadés également de tenir dans le lot certains des membres du commando et peut-être même les 3 hommes qui leur manquent. À l'hôtel de police, en tout cas, tous les services planchent sur l'affaire et les interrogatoires semblent avancer bon train. Certains policiers ont même quitté Marseille par hélicoptère, avec un hélicoptère de la gendarmerie, pour se rendre dans la région de Saint-Zacharie et de Nance-les-Pins, là précisément où ont été trouvés et le corps de Jacques Massier et sa voiture, la voiture qu'il conduisait le jour de sa mort. Sachez encore que Pierre de Bizet, le secrétaire national du SAC, inculpé de complicité d'homicide et incarcéré au Baumette, a été entendu aujourd'hui par le juge Françoise Guérin à sa demande. Sans doute, son avocate, Denise Mialou, était-elle pressée de préciser les charges retenues contre son client, relativement minces, semble-t-il, ceci avant qu'il soit confronté avec les autres inculpés. Mais cette journée a aussi été celle du recueillement. Loin de l'effervescence marseillaise, la famille Massier a enterré l'inspecteur assassiné dans son village d'origine, à Charleval, près d'Aix-en-Provence. Une cérémonie d'une grande sobriété, mais où régnait aussi une grande tension. Les hommes du groupe d'intervention de la police nationale étaient présents pour protéger Marina Massier et sa famille. Sans transition, les prochains départs en vacances à la fin de la semaine avec un nouveau cri d'alarme de bison futé. Il est très clair, ne partez surtout pas samedi, car vous êtes près de 3 millions à vouloir prendre la route ce jour-là. Et bison futé vous promet des bouchons historiques. Les pronostics de Pierre Edbrest pour le quartet de demain à Enghien: le 14, le 9, le 1, le 12, le 13, le 6, le 4 et le 16. Les résultats du loto maintenant: il fallait jouer le 9, le 13, le 19, le 27, le 42, le... Nord et sur les Ardennes l'après-midi, mais rien de bien méchant. La prévision de température maintenant, j'attire votre attention sur le 34 degrés qu'il fera à Bordeaux et 34 à Agen et non pas 24, une toute petite erreur. Ailleurs, très beau temps et très grosse chaleur. Le Tour de France à la voile, demain c'est l'étape La Rochelle-Royan, une belle arrivée, la mer sera belle, le vent soufflera de l'est, force 2 à 4. Enfin notre éphéméride pour demain, avec les heures de lever et de coucher du soleil et la fête des Juliettes. Jacques Merlino vous présentera le dernier journal vers 23h10. L'invité d'Antenne de Midi demain à 12h45 sera le professeur Paul Miliez, l'un des fondateurs de la Fondation précisément de la recherche médicale. Merci de votre attention, bonsoir.